Madame, monsieur, ce sont des amis, mais aussi de fins journalistes. La crème des journalistes, comme a mis un internaute sur Facebook en voyant la photo d'un aéropage aussi agréable que celui que j'ai aujourd'hui. Bonjour, Madame Nadia, c'est le cas, d'Antilla, spécialiste de cinéma, et puis de tout d'ailleurs. Puis je me régale en ce moment à côté cinéma, parce qu'il y a de très jolis films, il y a de bons films, de vrais films avec de vrais sujets. Mais avant je sais que vous avez une impétence terrible au cinéma, mais laisse-moi continuer à présenter. Daniel Compère, ça va? Ça va, merci, ça va. Le chant, la chorale, le progressiste. La chorale fête cette année-ci ses 60 ans, donc c'est un anniversaire sérieux. Et on prépare un grand concert, notamment, il y aura d'autres manifestations, mais on prépare un grand concert qui va concerner les chants à travers le monde. C'est-à-dire qu'on va chanter une trentaine d'œuvres de quasiment tous les pays. On va chanter en chinois, en japonais, en russe, en wolof et en créole. Ne les cite pas tous. Dis-moi, dans ce pays de l'éphémère, c'est extraordinaire ce que vous faites là. C'est extraordinaire parce que nous avons encore parmi nous des gens qui étaient là à la fondation le 3 février 1954. Sur chaise roulante, non? Ah non, quand même pas. Non, qui chantent, qui sont debout. Et dis-moi, qu'est-ce que tu sors ces jours-ci? Ben, je prépare. Tu es un homme de presse, je ne sais pas si tu es censé sortir des magazines de temps en temps. Oui, de temps en temps. Mais on a fait un choix pragmatique qui est celui de sortir quand on a de l'argent pour sortir. Ça coûte cher et on le fait de manière régulière. Donc là, on sort le Senior Plus, un magazine qui s'adresse aux seniors, et le tout premier numéro d'Historial, qui est un magazine consacré à l'histoire des pays de la Caraïbe, de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Et je vous le porterai dans quelques semaines. Le titre, c'est l'histoire des enfants volés. On en a discuté à La Réunion. Et on fait une édition Martinique, une édition Guadeloupe. Et en Guadeloupe, on parle des événements de 67. Donc, voilà. C'est le sujet porteur. Mike, ça va bien? Ça va. Heureux de vivre. En vie? Oui, en vie. N'est-ce pas un bon début? Mais enfin, abandonner, c'est une fin en soi. Mais Antilla marche les jours aussi. Ça va. Je fais comme si j'ai pas les chiffres. Je fais comme si j'en suis pas. Je crois que ça va. C'est vrai qu'il y a une surreprésentation d'Antilla. C'est vrai. Oui, parce que là, vous avez la une du journal, regardez. Alors on essaie. Vous avez vu la technique, on essaie de mettre plusieurs petites vignettes pour que. Ben là, c'est municipal oblige, vous avez vu. Alors, il me semble voir en haut à droite le PPM sur le sentier de la guerre. De l'astuce. Des guerriers. J'ai pas résisté. Je dois le sortir de la pièce. Non, reste là, tu n'es pas condamné. Ce qu'on appelle un petit capillotracté. Bon, on va parler d'une chose un peu neutre pour nous, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle est symptomatique de ce qui se passe en Europe. C'est le vote qui s'est effectué en Suisse portant sur la limitation de l'immigration de masse telle que ce pays la connaît, qui a vu avec 19 516 voix sur quand même près de 3 millions de votants, la fin à la libre circulation des personnes être suggérée ardemment par ce référendum populaire. Alors, pas seulement la cessation de l'immigration, mais également la préférence nationale. Voilà. Vraiment comme dans le plus beau temps de national-populisme, ou pas des socialismes qu'on a connu. Alors, bon, ça ne surprend pas, mais de la Suisse quand même. Je vous laisse parler. Mike. Non, ça montre à quel point le sentiment, tu le rappelles, qui est très vivace en ce moment en Europe, quoi. À 3 mois des élections. À 3 mois des élections. Il suffit d'agiter les mots immigration massive, etc. Et puis voilà. On a ce type de résultat qui satisfait évidemment tous les partis de la droite populiste, je cite. C'est une façon de dire extrême droite. Hein, mais oui, le parti s'appelle l'UDC. Oui, l'Union démocratique, LOL, du centre. Du centre, oui. Et voilà, quoi. Le Front National, c'est bien sûr, je crois, félicité de ce score. Même si ça s'est joué, je crois, à 19 000 et quelques voix sur 3 millions de votants. 50,3% de oui. Eddie Marajo. Venant du Front National, une réaction de bonheur, ça se comprend. Parce qu'ils ont rarement l'occasion de se féliciter de quoi que ce soit. En Europe. Mais venant de l'UMP, c'est plus gravissime quand même. Hein.
Ça veut dire que le patron de l'UMP non seulement se félicite du résultat, mais demande à ce qu'un référendum identique soit pratiqué en France. Ça veut dire que ça fleure bon les élections, quoi. Après les élections, tu vas voir, ils vont s'écarter définitivement du Front National pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que le Front National est en train de gagner des voix, pas à gauche, hein, mais à droite. À droite. Parce qu'à gauche, il a déjà appris. Après avoir fait le plein à gauche. Ouais, il a déjà appris à gauche. Oui. Donc, c'est pas un souci. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette légitimisation systématique du Front National va aboutir à la disparition, alors soyons optimistes, de l'un ou l'autre, je préfère ne pas prendre parti, de l'un ou l'autre des deux grands partis au moment des présidentielles. Et c'est bien ce sur quoi compte le socialiste. Ben oui. C'est gros comme un cheveu sur la soupe. Et il joue avec ça en permanence. C'est pour ça que... Il l'a déjà compris. C'est pour ça... Parce qu'il est redoutable, François Hollande. François Hollande, en jouant avec le feu, c'est-à-dire les sujets de société, en permanence, il fait monter le Front National, qu'il va retrouver, si tout va bien, en face de lui... Qui affaiblit la droite classique. Au deuxième tour des élections présidentielles. C'est une stratégie extrêmement dangereuse, bien évidemment. Parce que, imaginons la catastrophe suivante, ni Hollande, ni Sarkozy, imaginons que ça soit Sarkozy, mais allez, Modem, Front National le deuxième tour, ça peut arriver, ou bien Mélenchon, Front National le deuxième tour. Là, tu fais une projection un peu osée. Mais il suffit de quoi? Il suffit que chacune des grandes tendances, on va dire ça comme ça, fasse le plein et seulement le plein de ses voix et n'aille pas grignoter ailleurs, ça donne ça. Parce que tu sais qu'il y a un truc qui va être extrêmement intéressant, c'est de regarder la hiérarchie du résultat aux élections européennes. Si la hiérarchie aux européennes et la hiérarchie aux présidentielles, par exemple, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais là, elle ne sera pas. Qui aurait pu prévoir, qui aurait pu parier sur le fait qu'à 100 000 voix près, le candidat socialiste, Jospin, ne soit pas au deuxième tour. Personne n'aurait parié ça. Regardez ça qui fait. C'est vrai. Tout à fait. Daniel, revenons sur le sujet de base. Surprise pour la Suisse, à 19 000 et quelques voix après. Non, pas surprise, parce que la Suisse, peut-être beaucoup plus que la France, voire même l'Allemagne, est vraiment confrontée à une immigration massive. Là, on dit immigration de masse. Mais en même temps, la Suisse a besoin... 23% d'étrangers. Voilà, 23% d'étrangers, mais la Suisse a besoin, dans sa population active, de ces étrangers. Alors, c'est ça qui est un peu contradictoire. Il y a le sentiment d'être envahi, disons les mots comme ils sont, et en même temps, les besoins pour l'économie du pays. Donc, ça, je trouve que c'est contradictoire, parce que les Suisses, supposons que du jour au lendemain, on mette un terme à l'immigration, de masse ou pas, en Suisse. La Suisse se retrouve le bec dans l'eau au niveau de l'activité économique. C'est ça le problème. Et me semble-t-il que c'est l'un des résultats de cette votation serrée. 50,3%, oui. Ça veut dire 49,7%, non. N'est-ce pas? Et donc, je trouve que le cas n'est pas le même en France. Forcément, en France ou en Belgique d'ailleurs, forcément, on est amené à faire des comparaisons. Parce que on est là au cœur de l'Europe. N'est-ce pas? Et puis on a des frontières communes. Non seulement on a des frontières communes, on a des enjeux communs, et on a des comptes en banque communs. On a des gens qui y travaillent, qui traversent la frontière. Il y a les transfrontaliers, effectivement, qui s'inquiètent beaucoup. Parce qu'il y a quand même... Je n'ai pas les chiffres en tête, c'est pour savoir s'il y a plus de travailleurs français transfrontaliers vers la Suisse que vers la Belgique. Un peu, oui. Par exemple. Oui, je te réponds, oui. Bon. Donc, forcément, ce sont les premiers à s'inquiéter. Alors, il y a une analyse un peu sophistiquée qui t'a montré qu'il y a un gros schisme entre la Suisse de la ville et des champs. C'est vrai. Et que ce sont naturellement les villes qui se sont opposées et les gens des zones rurales qui ont été pour cette discrimination, enfin, qui ont accepté dit oui à ce refus de l'étranger et pour la préférence nationale. Et il y a également une analyse très sophistiquée entre
les zones qui bénéficient de la mondialisation, enfin, de l'évolution, enfin, c'est-à-dire les zones les plus riches, enfin, les zones de fabrication horlogère, les grandes villes qui, elles, ont voté également contre, alors qu'en fait, c'est la Suisse conservatrice économiquement, ou en retard, entre guillemets, pauvre, il faut le dire, je ne sais pas, parce qu'on peut imaginer une Suisse pauvre, hein, qui a voté pour ce projet, pour cette proposition. Alors, c'est pas si simple que ça. Ce qui prouve bien qu'il y a effectivement un problème. Nadia. Oui, mais n'empêche, ce petit pays réputé neutre comme la Suisse, qui se permet de faire un référendum, donc vraiment appel à sa population, et que la population, dans sa majorité, même si c'est une courte majorité, favorable à l'initiative, ouais. Je trouve ça quand même symptomatique. En soi, ouais. Voilà. Mais surtout, c'est par rapport à la réputation de la Suisse que je me dis, mais que ça va faire école, ça peut faire école, et pas forcément dans le bon sens. Parce que c'est vraiment un sujet qui cristallise toute l'Europe, notamment. L'Europe qui continue d'apparaître comme un Eldorado de possibilités pour une population émigrée effectivement de masse et qui n'a pas d'autre solution. Donc, moi je pense que c'est un truc vraiment important qui s'est passé. Absolument. En termes de je ne sais pas si c'est passage aux frontières, je ne sais pas trop comment le dire, mais par rapport à la zone Europe, c'est vraiment important. Et qu'il y aura des suites. La liberté de circulation était l'un des apanages de l'Europe et d'une Suisse qui avait des accords bilatéraux avec l'Europe, puisqu'elle est quand même pas morte. Surtout que là, elle avait des accords. Plein de choses. Oui. C'est comme un château de Toutes les conventions qu'ils ont signées avec l'Europe, oui. Oui. Parce que c'est pas un pays européen. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que les Suisses ont voté contre l'immigration de masse européenne. Européenne, parce que le problème des Suisses, c'est pas d'avoir des Africains, des Asiatiques ou des Arabes, c'est d'avoir trop de Blancs occidentaux européens chez eux. Qu'est-ce que tu veux dire par l'accélération à la limite? Non, c'est encore plus grave. Ah bon? Parce que s'ils ne veulent pas voir de Blancs, c'est même pas la peine de parler des autres, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est vous gars dit, moi pas même les en blanc, mon gars. La campagne suisse, majoritairement dans les autres modèles, la campagne suisse, l'altérité, m'en parler ça. Du tout. Ah oui, parce qu'une ville comme Berne a refusé. C'est surprenant. Une ville comme Berne a refusé l'initiative à 72,80%. Qui est habitué au Allez, brassage. arrêtez avec ça. Oui, arrêtez. Donc les 170 000 Français qui passent la frontière tous les jours, ils ont un problème. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Oh, sauf s'ils restent à la frontière dans les villes où justement on a besoin d'eux. Oui, non, mais il ne bon, faut pas qu'ils bougent. Non, mais les répercussions réglementaires et législatives de ce vote-là vont arriver là. Oui, rapidement. Alors là, lundi, les ministres, les 28, vont se réunir et leur poser des questions. Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? De régler votre problème entre Suisse de l'intérieur et puis Suisse mondialisée. Mais comment vous allez traduire ce référendum? Parce que dans la Constitution, un référendum comme ça est suivi des faits. Oui, il y a une loi. C'est pas pour avoir l'état d'esprit. Il y a une loi immédiate. C'est-à-dire que le gouvernement est tenu, le Premier ministre, entre guillemets, suisse, parce que c'est un État confédéral, est obligé de soumettre à tous les États, ok, et derrière de prendre des lois. À tous les cantons. À tous les cantons, voilà. Tous les cantons. Un petit sujet qui intéresse tout le monde, mais qui est vraiment pas sophistiqué, c'est l'EDF. C'est pas bon pour eux, ça. Tu sophistiqué. devrais. Non, là, tu devrais faire attention. Non, parce que quand même, on peut pas venir ici parler du sexe des anges et puis toute la journée avoir des réalités, quoi. Ouais. Avoir des diablotins, à régler les problèmes de diablotins sur le terrain. Alors l'EDF, j'ai lu un petit article, un petit entrefilet, a inauguré 2 lignes de 63 000 volts entre Dillon et la montagne. C'est un article d'un communicant d'EDF. Pour renforcer le réseau de haute tension, bravo, c'est bien. Pour participer au développement économique du territoire, à la qualité de la fourniture. Puis quand même, celui qui écrivait le communiqué qu'il a donné aux journalistes a quand même mis pour tenter de réduire les coupures. C'est ça. Là, j'ai apprécié, merci messieurs. Ils nous disent quand même qu'ils investissent. Alors, c'est quand même pas si simple, il ne faut pas trop persifler, être goguenard. Ça fait quand même 17 millions d'euros pour 8,2 km de réseau électrique. 17 millions d'euros, voilà, c'est quand même pas. Bon, alors, on peut critiquer, on peut râler, on peut dire j'ai perdu ma cafetière, j'ai perdu mon frigidaire parce qu'il y a eu des coupures intempestives, mais c'est quand même. Et ce maillage de haute tension sera renforcé, sera complété par le renforcement des lignes électriques de la centrale de Bellefontaine. Bon, je suis partagé entre dire j'en ai marre d'avoir des coupures, c'est un 3e changement de ma carte
les cartes numériques de l'appareil que je ne dirais pas du tien, un appareil aussi luxueux chez lui, donc je ne dirais pas de quel appareil il s'agit. J'en ai assez, quoi. Bon, tout le monde en a assez dans le quartier où je suis, par exemple où je suis, tout le monde change les appareils, etc. L'expert est passé, bon, mais en même temps, il y a cette réalité, quoi, c'est que tout ça coûte excessivement cher. Je vous laisse la parole. Voulez-vous parler de courant électrique? C'est ça, en fait, tu parles de coupure alors que moi, pour autant que je sens, est-ce que le courant passe? C'est que en fait, le débit n'est pas régulier, donc il y a tout le temps des Il y a des pics. Voilà. C'est des micro-coupures. Voilà. On dit coupures, mais enfin, c'est chute de Non, c'est pas tension. celles qui font vider le congélateur. C'était ça. Quand on dit coupure, moi, c'est plutôt ça à quoi je pense. Et c'est un vrai problème, et c'est un service qu'on paye, donc on a quand même le droit de... On est conscient que ce sont de gros investissements, mais c'est pas gratuit. Oui, c'est pas gratuit. Même si avec le principe de la sorte de continuité territoriale, on paie le même prix. Péréquation. Ouais, la péréquation, on Mais en paie fait, le c'est même quand prix même- que... enfin, on a quand même des problématiques de pays riches. Hein. Ouais. Ah mon Dieu, bon, à côté de nous, je rappelle par exemple que République dominicaine, ils ont 6 heures d'électricité en continu par jour. En Haïti, c'est 2 heures. Oui, mais attends. Nous sommes, nous tous, la République dominicaine, nous achetons notre groupe avec une TVA certainement moindre, avec une taxe certainement moindre, avec un prix certainement moindre, parce qu'on a le droit, on va négocier le droit de douane et puis on a notre courant. Oui. Tu comprends? Non, mais tu compares des choses qui ne sont pas comparables, c'est-à-dire que le niveau de vie des mecs de la République dominicaine ne leur permet pas, c'est-à-dire que chaque citoyen martiniquais... Moi, la République dominicaine, je peux. Toi aussi, tu peux. réussis. Toi aussi, tu peux. Nous tous pouvons. Alors, nous sommes entre les gens qui pouvons. Non, mais ne parlons pas voilà, pour nous. Je parle, Et de nous. parlons De la moyenne des Martiniquais. humains. Ouais. Des Martiniquais. La problématique et la vraie différence, c'est celle, au-delà du prix, c'est celle de la démocratie. Et il y a peu de leaders politiques dominicains qui sont persuadés que la démocratie apporte la richesse. Et en réalité, ils sont persuadés que la démocratie va coïncider avec la perte de richesse pour eux. Parce qu'il faut quand même rappeler que n'importe qui, et c'est un droit dans la République française, il y en a même qui veulent l'inscrire dans la Constitution. Le droit au logement, le droit à l'électricité, bientôt à l'Internet, tout ça va s'inscrire dans une obligation. Par exemple, je rappelle qu'il y a obligation pour les banques d'accepter, d'ouvrir à certaines conditions, mais pour le plus large public possible, un compte en banque, etc. Donc, plus on va vers la démocratie, plus on va vers la richesse partagée. Et c'est le contraire. Donc, ou la pauvreté partagée. Réjouissons-nous quand même d'avoir que des micro-coupures. Non, mais je veux bien que tu aies cette dimension excessivement philosophique et altière et noble de l'affaire, mais tu sais que les électriciens te disent que les appareils ici ont un taux d'obsolescence et les pauvres paient, changent plus souvent leur frigidaire que de ces micro-coupures en question. Ben, il faut qu'ils achètent des onduleurs, un petit onduleur, ça va les protéger. Un onduleur pour une maison. Non, mais j'ai étudié le dossier. Peut-être non, c'est pas jouable. Dans l'État, nous qu'avons fait. Ben, Le pauvre, je parle du pauvre, prends du fer. On va dire que tu es dans une zone difficile. Oui, c'est vrai. C'est vrai, là, en fin de ligne, c'est vrai aussi. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que Bellefontaine est en extension. Il y a la deuxième centrale, si l'on peut dire. Qui, en principe, serait la fin de l'année sera en activité. On va voir pour 2015. Bon. Et je ne suis pas sûr, vous parliez d'obsolescence tout à l'heure, je ne suis pas sûr que lorsqu'elle sera vraiment en service, à Séville-Romain-Rajo, elle ne soit pas déjà dépassée. Déjà dépassée. Compte tenu des besoins. Compte tenu des besoins, notamment, qui sont exponentiels. Alors, j'ai parlé avec un électricien qui est optimiste. Mieux. Il est électricien. Il n'y a pas eu de pléonasme là. Il est électricien. C'est une belle manière de conclure ce sujet-là. Tu sens le courant, le courant passe, tu n'as rien à dire. Du coup. Non, c'est censé être une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut apporter une petite précision? Plusieurs précisions. Parce que c'est intéressant ce débat sur l'énergie, plus globalement. Il y a des gens qui sont encore focalisés sur cette histoire de gazoduc, vous savez, ça va revenir là encore, il y a une conférence de prévu, etc. Je voulais juste apporter une précision, parce qu'on est en train de rédiger un article dessus. Il faut quand même préciser aux gens qui rêvent déjà d'avoir tu parles du gaz de Trinidad, qui rêvent d'avoir déjà soit du gaz en bouteille, donc le gaz naturel ne se met pas en bouteille. Donc
Le gaz que vous avez dans votre bouteille de gaz vient du pétrole. C'est un produit du pétrole. Donc le gaz naturel, lui, il doit aller dans un petit tuyau et remonter dans votre appartement pour aller dans votre gazinière, par exemple, ou dans votre chauffe-eau. Mais il faut leur dire déjà que ça, ce ne sera pas possible. Faut pas imaginer... Le mot de TSI. Mais oui, c'est impossible. Ça explose régulièrement dans les capitales ici. Alors là, avec le séisme, etc. Donc, en clair, la question qu'il va falloir poser, c'est ça sert à quoi le gaz du gazoduc? Ah ben, à faire tourner l'énergie électrique, à faire tourner les centrales. Une centrale. Voilà, Et du mais courant. qui n'est pas forcément prévu pour tourner au gaz. Ok. Excellente Donc réflexion globale, hein. avec panne, avec coupure, avec mise au point. Mais Qui c'est qui est à l'origine de ce projet? Les frères Mon-Plaisir, entre autres. Entre autres. Des boucs terribles. Ah, c'est fort. Des boucs solides. Qu'est-ce que j'allais dire? non, Oui. moi, ce que j'allais dire, c'est que justement, ce gazoduc est censé, à terme, remplacer l'alimentation en fioul de la centrale électrique. Oui. Donc ce n'est qu'une variante, quoi. Alors, En fait, qu'est-ce que j'allais dire? Tout à l'heure, tu as parlé des banques, ça m'a rappelé un sujet que je n'ai pas travaillé, mais qu'il serait bon quand même d'évoquer, c'est l'existence maintenant de comptes en banque sans banque. sans banque. Qui va en parler? Pardon, Nadia. Nickel. Oui, enfin, je crois que c'est dans les tabacs, on a maintenant l'autorisation d'ouvrir des comptes en banque avec une formalisation qui est très simple. Très légère. Une pièce d'identité tout au plus, et puis je ne sais plus quel Oui, autre papier. Il faut faire un dépôt. Par quand contre, même. oui, il faut faire Ah un oui, dépôt. oui, il y a Surtout pas que de découvert, il y a pas de voilà, il n'y a découvert. pas de crédit, pas de découvert possible, une carte bancaire. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été ouverts dans l'Hexagone, Oui, je ne sais il y a- pas pour... oui, Aux Antilles, oui. Aux Antilles. Ah, quelques infos sur ce truc-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée qui vient d'un arabe, un Français d'origine arabe, Ancien banquier. ancien banquier, du numéro 2 de la Société Générale qui a été viré parce qu'il avait écrit un bouquin qui disait que Kerviel avait raison. Ouais. C'était le patron de Boursorama, qui était une filiale. Oui. Et surtout, d'un Martiniquais qui s'appelle Michel Calmeau et d'un Guadeloupéen qui s'appelle Philippe Ramalingon, parce que c'est eux qui sont au cœur du système. Et moi, je suis très fier que ça soit sur le plan sur technologique. le plan technologique. Parce qu'en fait, ils ont déjà développé ce type de technologie aux Antilles. Quand vous voulez acheter une recharge pour votre téléphone portable, sous forme de carte prépayée, vous allez dans une station-service, vous donnez 20 € et on vous donne un petit ticket, vous pianotez et vous êtes rechargé. Et derrière tout ça, il y a une infrastructure technologique considérable qui a été inventée par eux. Par exemple, quand vous allez dans une station-service à Nice, vous ne pouvez pas demander une recharge pour votre portable, ça n'existe pas. Et donc, en fait, ils ont pris cette technologie et ils l'ont simplement déplacée de portable à banque. À banque, C'est à exactement le même système. Donc, c'est des gens qui vont devenir... Ils étaient déjà millionnaires. Hein. Ils vont devenir multimillionnaires grâce à ce système-là. Quand tu passes à cet aspect, pense à Parce que- l'aspect non. créatif et tout. On s'en fout avec ça millionnaire. Non, parce que- Donc l'émission n'est pas là pour valoriser non, un mais gars non, parce qu'on on parle de modèle. C'est vrai, quand on dit aux gens, bon... J'aime pas ta référence là, non, mais financière. tu vas la comprendre et probablement l'accepter. Quand on demande aux Antillais, bon, les riches, ils disent deux choses. Les béquets, ok? Alors que bétier, quand on dit bouga, bétier c'est pas coulet, bétier c'est l'argent. Il faut retenir ça. Et dans les campagnes... Béquier, Noël. Métier, ouais. Mais ni nous a dit, bio bétier. Mais bon. plus tu deviens riche, plus Plus tu es béquet, hein. tu éclaircis ta peau, c'est un phénomène physiologique. Oui, Voilà. Soit ils disent béquet, soit ils disent, ils citent des gens ailleurs, quoi. Et notamment des occidentaux, des blancs. Ben, ils vont peut-être au fur et à mesure accepter l'idée que des gens d'ici... Non, mais je Moi, je blague. suis pour la création du mythe. Non, je suis pour la fixation du modèle, d'un autre modèle. Comme Que ça. l'échec et que Mais bien sûr, parce que qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en terminale? Quand les gosses choisissent définitivement, parce que j'ai déjà choisi un petit peu en troisième et en seconde, mais quand ils choisissent définitivement ce qu'ils vont faire, eh ben, ceux qui vont développer l'économie, ils sont moins de 20%. Et puis 80%, c'est des gens qui vont bénéficier de l'économie. Donc on nous finit plus ça. En parlant d'économie, parlant de grands leaders de l'économie, enfin,
Hollande et Obama. Ah ben voilà. Ils se sont rencontrés. Non, on peut pas passer sur eux en disant que c'est des comiques. Que Hollande a eu l'air d'amuser beaucoup Obama, Michel aussi. On ne peut pas se contenter de ça. On ne va pas parler non plus de ce qu'ils ont mangé, pas mangé, des vins américains. On s'en fout de tout ça. On n'est pas people, on n'est pas closer. Par contre, je vous demande d'arrêter quelques secondes, quelques minutes sur un article commun du Monde et du Washington Post, où ils expliquaient qu'il faut qu'ils bossent ensemble sur le nucléaire iranien, la sécurité en Afrique, la coopération économique. Bon, on va être plus long sur la coopération économique, en sachant que, la France gaulliste et gaullienne étaient opposées, Sarkozy, retour au gouvernement de l'OTAN, ça va beaucoup mieux. Et voilà, le président Hollande qui fait une visite d'État. Bon, un moment un petit peu délicat de sa vie personnelle, mais apparemment tout le monde s'en fout. Et il se pose comme quelqu'un, et Obama accepte de l'intégrer comme quelqu'un qui a vécu un certain leadership dans le monde. D'abord, est-ce que sur ce fait-là, vous trouvez qu'il le mérite, que vas-y, Mike. Est-ce qu'il le mérite? Ou pas qu'il le mérite? Est-ce que ça le justifie? Est-ce que Hollande, ce qu'il représente, le poids de la France... Je ne sais plus combien la France est classée. Après, ça dépend du classement, bien sûr. Au niveau des puissances, je vois que c'est 5e ou 6e, moi. 5e. On serait tenté de dire qu'a priori, ça le mérite de facto, quoi. Oui, mais compte tenu de sa situation économique, compte tenu de ses difficultés, compte tenu de sa difficulté. Mais après, ça fait partie du protocole et de l'enrobage qui va avec, quoi. L'enrobage à l'américaine avec le sourire d'Obama inclus, quoi. Oui, ils bossent. Alors, je vous dis que le leadership qu'ils ont, c'est paraît-il, pour garantir la sécurité et la paix dans le monde. Bon, là-dessus, Hollande a donné des gages, hein. Mali, quelle belle formulation. Africains, hein. Magnifique. Magnifique, modeste. Mais pourquoi mais selon leurs critères. Non, mais faire progresser la liberté. Mais c'est important. Attends, laisse-moi faire l'inventaire à la privée. Quand même. Et puis je te passe la parole à toi. Faire progresser la liberté et les droits de l'homme. Pour la Syrie, obliger la Syrie à Hollande, voici ses lettres de noblesse, c'est ce que l'on dit dans la presse, je viens d'inventer. Il a menacé de façon crédible de recourir à la force, et puis il a permis, c'est ce qu'on dit, et qu'il a permis quand même la destruction des armes chimiques. Donc c'est c'est paré de tout ça. En Afrique, il a quand même pu mobiliser l'organisme africain là, à ses côtés au Mali. Et donc, il fait son taf, pour avoir une expression facile, que ne va pas désavouer Marajo. Il fait son travail au niveau de l'Afrique. Mais faisons comme les scientifiques, procédons par l'absurde. Enlevons ça. Disons que, par exemple, au Mali, personne n'intervient. Disons qu'en Centrafrique, personne n'intervient. Qu'en Syrie, personne ne dit, monsieur, sous continue Baïta, nous capitaux. Allons le truc rouler. Ben, il y a une addition, hein. Il y a une addition. Qu'on signe avec l'Iran, comme ça, en disant, bon, allez, on lève les sanctions, on y va, etc. C'est acquis. Donc, voilà. Daniel, est-ce que c'est acquis pour toi, cette première partie? Cette thèse. Je prendrais ça par un autre biais. En disant que François Hollande a joué de main de maître dans cette visite d'État aux États-Unis. Justement, comme tu le rappelais, dans une période non seulement personnelle, mais politique. Extrêmement difficile à l'orée des municipales, à l'orée des européennes, etc. Et là, il apparaît comme un grand du monde, alors que si on fait des comparaisons, les États-Unis sont là et la France est là, d'accord? Mais il apparaît comme un grand du monde, à égalité avec celui qui, même s'il n'est plus le gendarme du monde, reste quand même quelqu'un de premier plan, on va dire ça comme ça. Un leader. Et voilà, un leader, et en faisant des propositions sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Donc la France est replacée là dans comment on va dire ça, dans le concert du peu de nations qui peuvent avoir un rôle éminemment universel. Attends, Nadia, sur cette première phase. Moi, j'ai une vision, je ne sais pas si c'est vraiment dans ton sens, pour moi, c'est quand même un beau coup de communication pour remettre, enfin, c'est une espèce d'alliance, pas de façade, mais pour rappeler que ce sont des pays qui comptent et des pays qui comptent ensemble. Et donc, au niveau géopolitique mondial, c'est important. Et c'était important. Pour que ça se fasse, c'est que c'était nécessaire à ce moment-là
pour un président Hollande qui est parti presque tout seul en Afrique et puis qui s'est senti effectivement délaissé, esselé, lâché. Pour les Américains qui continuent de croire qu'ils sont les gendarmes du monde et puis qui sont effectivement lâchés, mais comme ce sont les gendarmes du monde, ils tiennent le coup. Donc je pense que c'était vraiment, enfin, moi je vois ça vraiment comme un beau coup de communication, mais qui arrive au bon moment pour les deux. Absolument. Toi. En fait, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on a tendance à critiquer ça de manière systématique. Mais Non, si on laisse... Nous ne critiquons pas, nous commentons. Oui. Non. Critique n'est pas au sens négatif du terme. Critiquer, c'est avoir une opinion sûre. OK, négative ou positive. Mais au-delà de la critique et au-delà du commentaire, chaque fois qu'il y a des problématiques qui ne sont pas des problématiques guerrières, par exemple, qui sont des problématiques, par exemple, d'éléments de nature humanitaire, on ne va pas chercher le Paraguay, on ne va pas chercher la Côte d'Ivoire, on ne va pas chercher la Bulgarie. Qu'est-ce qui s'est passé aux Philippines, par exemple? Les Philippins, ils ont perdu des dizaines de milliers de personnes, des centaines, des milliers de maisons, etc. Le pays a été rasé. Mais qui est intervenu? Les Chinois ne sont pas venus. Hein. Les Américains, ok. Il y a eu une logistique française au niveau du Pacifique. Des avions se sont posés en Polynésie, des avions se sont posés en Nouvelle-Calédonie pour aller aider. Voilà, il y a deux pays qui ont dit, bon, on va y aller parce que personne d'autre ne va y aller. Ok, les Japonais ont fait quoi? Ça a tout pris le Japon, ces Japonais arrêtés, ils ont dit, bon, mais les frères, on peut vous envoyer de l'eau. Mais les avions qui ont porté les trucs... Et de l'eau douteuse. Et de l'eau, machin. Donc, et on peut reprendre les exemples en permanence. En Haïti, qui est arrivé? Des avions français et des avions américains. Ok? Le Salvador n'a pas fait grand-chose pour Haïti. La République dominicaine, qui est juste à côté, mais c'est pas fait rien. Donc, au-delà, évidemment, de discours un peu classiques, machin, une idée. il y a un élément. De véritable vocation de leadership. Ouais. Au-delà, il y a quelque chose de très concret. Oui. C'est qui ouvre son chéquier quand les choses ne vont pas. Oui, et puis qui c'est qui a commencé à bosser, Lafayette, etc. Nous voilà. Alors, ce que je voulais dire, est-ce que vous pensez par exemple que, à l'évidence, il y avait une empathie du couple Obama pour Hollande, je sais pas, la visite de... Oui, j'ai senti qu'il y avait une sympathie, parce qu'on a montré des photos et tout, vraiment... Comme je disais tout à l'heure, Obama, il a le sourire facile, quoi. Oui, c'est un super communicant. C'est un super je ne sais pas si tu vas palper quelque chose de différent, mais... C'est un super communicant. Non, mais il faut différemment Hollande que Netanyahou, par exemple. Oui, il n'y a rien à voir. Oui, il y avait quand même la visite de la maison de Jefferson qui était improvisée, tout ça. C'était quand même chouette, parce que c'est une machine de guerre, tout ça. Non, je pense, est-ce que finalement, Obama, à qui on reprojette quasiment un communiste, quoi. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis. Est-ce que pas avoir affaire à un social-démocrate qui a un plan social, qui maintient la sécurité, l'exception française, le régime social et tout ça, est-ce que ça... Oui, ils ont des points... Je pense qu'il s'est dit qu'il va aller... Je pense que au sein même des démocrates, il a un démocrate avec lui, un social-démocrate, il a... Je pense que ça permet de montrer... Ça permet de montrer qu'en Europe, Obama ne s'appuie pas uniquement sur la Grande-Bretagne. Oui, et puis pas seulement sur Merkel, parce que Merkel, vous le savez, est très fâché avec lui, c'est aussi, pour les écoutes de la NSA. Bon, alors, voici ce que... Alors, dites-moi voilà leur vocation. Je vais faire l'inventaire de leur vocation, c'est en tant que pays qui a le leadership, ensemble. Vous allez me dire si c'est pensable, toi qui es très optimiste, no comment. Alors, c'est consolider les institutions démocratiques de par le monde. Oui, renforcer l'agriculture. Non, mais est-ce qu'il y a fait? Renforcer l'agriculture, lutter contre la faim, améliorer l'accès à l'électricité, fournir les traitements. Parce que là, il y aura les gourmets avec des drones et tout ça. Fournir les traitements pour sauver des vies, protéger des maladies infectieuses, investir du pognon comme ça. Est-ce que vous les voyez tous les deux, une fois qu'ils ont fini avec les Al-Qaïda, BIS, etc., alliés, etc., parce que ça, ils se protègent aussi, hein, parce que ces gens-là viennent chez eux après. Ils vont où? En France et aux États-Unis. Donc, ils vont tuer la bête monstrueuse dans l'œuf. Bon, alors en temps de paix, est-ce que vous pensez qu'ils vont traduire cette apparente solidarité entre deux pays dans ces actions positives et ne pas laisser ça en tant qu'État, et ne pas laisser ça aux organisations humanitaires comme ils le font jusqu'à maintenant. Et puis laisser le président de Microsoft, enfin, Bill Gates faire ça.
C'est une sphère d'influence, ça se travaille au camp tous les jours. Tu rentres dans l'optimisme aussi, toi aussi. Daniel? Non, il faudrait à ce moment-là inventer, me semble-t-il, malgré tous les organismes bilatéraux qui peuvent exister, inventer une véritable coopération bilatérale Faudrait. au niveau d'État. Oui. Bon. Ça existe déjà. C'est-à-dire Oui, que, bon. je veux dire, quand les États-Unis ouvrent leur chéquier et disent, bon, on contribue, l'ONU c'est 25% du budget. Quoi. Oui. Si c'est vos gars dit, bon, on va finir. Et ça, eh ben, tu as toutes les interventions armées de l'ONU. Par exemple, l'ONU présente en République démocratique du Congo. On a vu, si on enlève l'ONU là, c'est pareil, c'est rien. Au Kosovo et partout ailleurs. Oui, mais vous admettrez que c'est quand même, ça reste insuffisant. Oui. Oui, la misère qu'il y a oui. en Afrique et la misère qui génère tout ça qu'on assiste. L'idée de base est la suivante. Qui commence? Qui commence? Qui dit, bon, ok, les mecs, j'y vais. Il faut bien un début. Eh ben, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Tu vas jamais voir le ministre indien ou le premier ministre indien dire, bon, messieurs, on est 1 milliard. On est 1 milliard. Donc, on a suffisamment d'hommes. On a suffisamment d'argent pour intervenir, pour aider, je dis n'importe quoi, le Kenya. Tu regardes et dis, bon, les frères, le numéro nous pour nous régler, débrouiller aux autres. Ben, non, On a délaissé ça, oui. Et les gens qui critiquent de manière systématique, y compris en Occident, et chez nous, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, enfin bon, les pays occidentaux, je ne parle pas de méga puissance capitaliste destructrice, hein. Je parle des gens qui disent, bon, il y a un problème, qui paye là? Parce qu'il faut nous régler ça là même. Pour revenir à des choses très concrètes, il faut que vous sachiez que derrière ça, la France est l'un des principaux marchés d'exportation des États-Unis. Absolument. Et que les États-Unis, c'est le principal acheteur de biens français hors Union européenne, naturellement. Et que l'ensemble de ces échanges font travailler 1 million de personnes dans les deux pays. Donc ces messieurs ne sont pas ça là uniquement quand je oui, c'est évident. Et puis, attends, je finis une dernière information concrète, c'est qu'il y a le partenariat économique Amérique-UE, enfin Union européenne, qui est en train de préparer. Donc, ils sont venus préparer ça et que l'axe ne sera pas Amérique-Merkel, mais apparemment, s'il y a un axe France pour ce. Parce que la France, n'oublie pas que la France a mis son veto au moment des écoutes. La France a dit, bon, écoutez les mecs, on n'est pas pressé, on n'est plus pressé pour signer cet accord de libre-échange. Et puis, il y a eu un deuxième accro quand les négociateurs, il n'y avait pas beaucoup de Français parmi les négociateurs, il y a des types qui ont dit, bon, l'exception culturelle, nous retirez ça. La France a dit non. La France a dit veto. On met pas ça dans ça. Laissez-nous avec notre cinéma de ça. Donc, au-delà des mamours, il y a deux choses. Il y a ces vetos, et puis, il ne faut pas oublier que Barack Obama a menacé directement les entreprises françaises qui sont en train de prospecter en Iran. Gattaz, il a envoyé des mecs pour ouvrir des marchés en Iran. Il est gentil, mais il dit, oh, attention. Il y a des marchés. Attention. Alors, il y a quand même aussi dans l'air la conférence sur le climat à Paris, où je pense que Hollande va essayer d'obtenir des choses concrètes, notamment pour la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même des choses sérieuses. C'est pas uniquement. Oui, à Paris, l'an prochain à Paris. Donc, c'était pas uniquement des gens qui sont allés faire jouer, visiter Jefferson et puis faire du tourisme. C'est des choses sérieuses. Ce que j'allais dire, c'est que je me focalise peut-être un peu beaucoup sur Hollande, mais vous aurez remarqué que, sauf si ça m'a échappé, Hollande n'a pas parlé de fuite des cerveaux français. Il leur a demandé de rentrer à la maison quand même. Ouais. Il leur demande de rentrer à la maison, mais parce qu'il s'aperçoit qu'il y a quand même un grand nombre de Français, 60 000 exactement, installés aux États-Unis. Et que dans les universités françaises, il y a, si je puis dire, un appel d'air vers les USA. Disons vers le continent américain, Canada, USA, mais surtout USA. Oui, mais comment les faire entrer ces personnes-là? Comment sortir d'un pays où il y a de l'enthousiasme, du dynamisme, pour des gens qui sont de l'intelligence dans la relation, du fair play, une certaine façon de faire, rentrer d'un pays bougon ou... Hollande toujours lui a dit qu'il faut faire appel à l'innovation
qu'il faut C'est donner les mots. toute sa place à C'est les l'innovation. mots, c'est les mots. C'est des mots, mais ça- L'université ça- française est triste par rapport à l'université Oui. américaine. Je le dis pour y avoir été, l'université Oui, américaine. oui. J'étais dans les deux. L'université française, tu t'ennuies, tu t'enquiquines. Même si technologiquement, ils ont parfois des choses plus avancées que l'université américaine. J'ai fait cette expérience. Mais tu vas dans un laboratoire de langue, par exemple, à Columbia University, avec du matériel qui a peut-être 15 ans, et alors que où j'étais à, je sais pas où, à Paris, à Assas, le matériel était tout neuf, mais il faut voir le swing que ça a à Columbia University par rapport à Assas, avec une technologie très avancée à l'époque, déjà C'est une réduite. mentalité, quoi. Enfin, Façon de faire sans tomber dans les clichés, ça devient sur une culture de Il y a mentalité. l'université, donc la recherche, donc le scientifique, c'est excessivement dynamique, et concret et simple. Je crois pas qu'il faille les faire rentrer, les Français. Je crois qu'il faille faire venir des gens qui ne sont pas français en France, et ils vont devenir français. C'est-à-dire que le blanc français a pour fantasme la Californie. On est d'accord? On ne peut pas changer ça. Ouais. On peut pas changer Et ça. il y a des étrangers qui ont le fantasme de Paris. De Paris. de Ah acheter ben du voilà, vin. ben nous avons fait un échange. On fait un quoi. échange, Bien sûr, là. au revoir, mais il y Là, a des oui, gens oui. qui considèrent que Paris, Oui. c'est le rêve absolu. Eh ben, qu'on fasse venir ces gens-là en échange de leur savoir-faire. Attention à ne pas tomber dans le cas de la Suisse sur l'immigration là-dessus. Non, mais bon, les Suisses sont peu nombreux et le resteront. Messieurs, on ne peut pas passer outre comme ça ce vice, au sens créole. C'est ce que l'on a maintenant, c'est à la moindre rumeur. On va essayer là-dessus 30 secondes, mais il faut qu'on en parle. Quoi. Disons quelque chose, on a un média, on a des gens qui nous écoutent. Bon, il faut que ça s'arrête. Quoi. On ne peut pas, après ce qu'on a enduré, avoir subi ensuite dans le domaine ces foules de véhicules qui plongent au moins. Il faut qu'on fasse preuve de... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est sur le terrain éthique, moral, comportemental qu'il faut parler aux gens, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur dire, messieurs, mais ayez un peu de recul par rapport à ces rumeurs qui vous disent qu'il y aura une grève de la Sahara, de Total, des pompistes, de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, comment faire pour guérir cette maladie globale que nous avons? Effectivement, lancer une vraie étude sociologique pour essayer de comprendre les motivations des personnes. La motivation, c'est que le panier de transport La en consommation. c'est pas voiture, oui, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de transport collectif, et que lorsque tu peux pas Et le poulet, rouler, alors, c'est quoi l'explication du poulet? Les c'est-à-dire 20 kilos de poulet pour lesquels les gens se sont échappés parce qu'ils étaient en promotion. C'est C'était l'avait 2 jours oublié. avant. On Vous l'avait l'aviez oublié, oublié. ça. Non, Parce que là, c'était pas une rumeur, c'est vrai, c'était une réalité. C'est-à-dire Ouais. que pendant le conflit des carburants, où effectivement, les carburants, l'énergie, c'est de la stratégie. Pendant ce conflit, il y a une grande surface alimentaire qui a profité pour, à l'occasion de son 20e anniversaire, je crois, pour faire une grosse promotion. de poulet bourré d'hormones. Enfin, je dis ça. La je- pub ne je- le dit pas. En tout cas, c'est un tarif défiant toute concurrence. Et effectivement, dans tous les supermarchés de cette enseigne, les gens se sont précipités, mais de l'ouverture à la Ils fermeture. avaient donc de l'essence. En tout cas pour ça. En tout cas pour ça. Mais je Donc c'est vraiment l'étude sociologique. Non, mais ça, c'est je vraiment peux comprendre ça. Moi aussi. Parce qu'il y a pas, parce que ici, il y a Avec les micro-coupures qui te vident ton congélo? tu le manges, On n'y passe pas. souvent. on n'y passe pas, on subit. On pense pas à ça. Et puis, s'il y a une coupure, on cuit le tout, et puis Mais pourquoi il faudrait mettre fin à ça? Parce que si tu cherches à mettre fin à ça, tu tues les hommes. Parce que les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Quand Apple sort le nouveau iPhone, les mecs sont coutelas là à New York. la nuit. Non, mais ils dorment dedans et puis ils se battent. Ils dorment pas Ils un s'arrachent. soir, ils dorment la semaine. Devant le magasin. Bon, on n'a jamais vu ça. Chacun ses on n'a jamais vu addictions. ça ici. Pour le Ouais. moment, pour le moment. Non mais bon, on aurait Vraiment, pu c'est dormir pour- devant la station. On aurait pu dormir. avec des station. choses. Et on l'a fait en 2009. On a Bon, on a dormi fait. devant des stations, certaines personnes. Il ne faut pas mettre le problème à l'envers. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Les gens sont comme ça parce Je que... ne veux pas les culpabiliser. Mais tu dis- Moi, tu mais dis j'aimerais comment- bien qu'ils aient un certain détachement, qui qu'ils se disent. Non, mais ils ne peuvent pas. Ils Ben, peuvent écoute, pas. voilà des gens qui, lorsqu'il pleut trop, ne travaillent pas. Voilà des gens qui, lorsqu'il Non. pleut trop, Ah, tu reportent. tombes dans le cliché absolu là. Mais non, parce Ils vont- que. à mon avis, ils vont changer de chaîne. Mais non, mais ça fait rien, je vais pas les lécher pour les garder dans le micro. On est comme ça, même moi quand il pleut, je reporte le lendemain, mais nous sommes comme ça, mais j'assume. Le lendemain, il pleut, je dis, je dis, il prend la pluie, mais tu attrapes une grippe parce que nous avons un pied tropical. Oui, je vois pas pourquoi je vais aller sur la pluie, faire une démarche que je peux faire le lendemain. Mais non, nous sommes comme C'est ça. vrai que les comme pluies ça. sont exceptionnelles. Et puis quand il pleut, j'attends qu'il pleuve plus, et celui qui m'attend pour le rendez-vous attend qu'il ne pleuve plus pour que j'arrive. On vit ici, je l'admets, je l'intègre. Alors pourquoi pour l'essence, il faut avoir cette frénésie et ce besoin
d'être à l'heure, d'avoir l'essence, de pouvoir se déplacer. Pourquoi ne pas dire take it easy? Mais pour des choses très concrètes, et il faut le répéter, le système est basé sur ça. Le système serait basé sur l'énergie solaire ou sur autre chose, d'accord, mais le système, tout le système est basé sur le fait d'avoir du carburant pour pouvoir rouler dans un véhicule individuel. C'est ça le système. Oui, mais ça me suffit Changeons. pas. Ça me suffit pas. Moi, Change- ça, c'est l'explication théorique. Non, non, Oui. mais attends. Mettons les transports en public, mettons tout, et puis ça va changer. Non, Ça changera pas. non, pas de transport en public. Je ne demande pas à ce qu'on change de système. Le système, pour le changer, il va falloir vraiment Pagailler. bosser, Ramer. ramer. Mais sécuriser le système, c'est ça le truc. Comment fait-on pour que les gens prennent du recul? On le fait, on le fera si on leur dit « ne vous inquiétez pas ». C'est ça qu'il faut faire. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. De toute façon, c'est en marche. C'est la nationalisation du système de distribution de l'hydrocarbure. C'est en marche pour une raison qui est simple. C'est que les gens, mais on n'en a jamais parlé, il faut le dire, les gens qui profitent le plus de la consommation martiniquaise d'essence, c'est ni les pétroliers, ni les pompistes, ni les gérants de stations-service, ce sont les collectivités locales. Quand vous dépensez 1 euro, vous donnez 70 centimes aux collectivités locales, qui vous le redonnent, qui vous le redonnent en faisant des routes, etc. Mais c'est ça. Donc, comme elles sont déjà propriétaires de la plus grosse partie du chiffre d'affaires, elles n'ont qu'à devenir propriétaires de celui qui les vend et les fabrique, c'est tout. Et ça existe dans plein de pays. Pourvu qu'il t'entende. C'est ce que dit le LKP en Guadeloupe. Mais ça va venir. Oui. On ne peut pas faire autrement. On ne pourra pas faire autrement. L'aéroport, il est nationalisé. Le port est nationalisé. Bon, ben... J'ai trouvé amusant que Mme Victoria Nuland, qui est chargée de l'Europe au département. On l'a viré. Apparemment, Non. Pas encore. Victoria Nuland, chargée de l'Europe au département d'État, qui discutait avec un ambassadeur à Kiev, il s'appelle Georges Piat, peu importe, qui a, dans une discussion de travail, dit fuck Europe, EU. Alors, ça, c'est parce que dans le débat sur l'Ukraine... Est-ce qu'on peut traduire? Parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs. Non, mais c'est genre, est-ce que tu peux... je traduis. Moi, je traduis. Voilà, traduis pour que les téléspectateurs comprennent mieux moi, je ce que traduis. cette dame a dit. J'emmerde l'Union européenne. Voilà, c'est plus fort que ça. Merde à l'Union européenne. Merde à l'Union européenne. Fuck et polysémique, ça. Voilà. Je t'aide à placer ça. C'est comment? Poli quoi? Police, ça a plusieurs sens. Il y a un titre il a parié que 100 € qu'il passe le mot. Tu peux me dire merci. Alors, j'ai lu des trucs là-dessus. Alors là, c'est amusant, mais on sait que des gens comme Nixon, comme Johnson avaient vraiment un vocabulaire de chantier, quoi. Ils parlaient comme ça, quoi. C'était des fucking classiques, quoi. C'était assez banal. Et qu'une femme responsable. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça a été mis sur YouTube avec une traduction en russe. Mais bien sûr. Donc, on sait qui c'est. Donc, ouais, la ficelle est un peu grosse. Et en même temps, simultanément, il y a une autre collaboratrice je crois, de la responsable de la diplomatie européenne, qui elle aussi s'est vue mettre une conversation à elle avec un sous-titre russe. Ça veut dire que, Ils ont enfin compris qu'il n'y a pas que la NSA qui enregistre, et que les Russes enregistrent aussi. Non, les Russes ont mis ça pour dire, vous allez venir en Ukraine, etc., mais nous sommes chez nous ici. On vous écoute, tout ce que vous dites, on écoute. Alors, surtout que dans le discours, il y avait une trivialité terrible, quoi, et puis une familiarité, et d'ailleurs, ils ont sous-titré ça, les poupées, en parlant, parce qu'en réalité, c'est une conversation qui portait sur les opposants au régime en place ukrainien. Alors, avec des abréviations comme font tous les Américains. Ce type s'appelle Yashkuta, on l'appelle Yats, etc. Donc, alors, les observateurs européens disent cette trivialité, cette vulgarité, cette connaissance. Oui. Alors on sait bien, mais bon, ça va, quoi. Votre position sur ça? Amusant ou bien sérieux? On n'a jamais parlé d'Ukraine, je vous ai épargné l'Ukraine jusqu'à maintenant. On a remarqué. C'est tout ça tellement loin de nous. Mais c'est Gouin là quand même. Alors, alors pour les Américains, c'est une facette de la guerre froide. C'est une variante. Et pour les Européens, c'est des gens gentils qui en grande partie veulent venir dans l'Europe, quoi.
Bon, alors, Avec le sur ce point-là, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que le débat ukrainien, c'est on aime les Européens, on aime l'Europe, ou bien est-ce que c'est une version contemporaine de la guerre froide? Donc, voilà. C'est une version contemporaine de la guerre C'est ta froide position, là. entre l'Union européenne et la Russie. Et non pas entre- et non- Poutine et ne non va pas- pas lâcher Et l'Ukraine non pas entre l'Amérique indirectement et la Russie? et la Russie. Enfin, le bloc occidental, disons. D'accord. Oui. Parce que tu as dit l'Union entre Oui. l'Union européenne et la Russie. Et non et pas les USA, non. Et non pas entre la Russie et l'Amérique? Moi, je vois d'abord la Russie et l'Union européenne. Ça vous laisse pantois, hein? Non, on est en train de faire un héros là, on fait de la grande La grande étude. géopolitique. Géopolitique. Au moment, le type se dit... Ça que Ce messieurs, ils ont glissé là. Ouais, mais, messieurs, vous entendez parler toujours de l'Ukraine, on vous montre des photos parce que c'est pas sans boucle, hein, sur LCI et tout, donc les Martiniquais voient ça. Alors, si vous pouvez leur dire, grosso modo, voilà ce que c'est, et puis même, ils passent à autre chose. En fait, c'est pas des gentilles personnes qui veulent venir dans l'Europe parce que l'Europe n'a rien de si charmant que ça. En fait, c'est la grosse guerre entre deux blocs du monde, la grosse guerre traditionnelle, quand il y avait le mur de Berlin et tout ça. Je crois qu'on aura fait notre job pour aujourd'hui. Ouais. C'est là que je veux m'arrêter à ça et puis ne pas aller plus loin. À l'occasion d'une bonne femme qui a dit, qui n'a pas dit j'emmerde en réalité, hein. Elle a dit j'encule. Oui. Tu vois, si vous voulez que je le dise, je suis pas assez courageux pour le dire. voulais Ah, qu'on soit- fuck, ça veut dire ça. Tu voulais que je sois assez courageux? Là, t'es brûlé, là. De toute façon, je n'ai aucun doute sur ta capacité. Polysémique. Je mon n'ai aucun courage. doute sur ta Mon capacité. courage. Mon courage, c'est Ton courage. De Mon toute courage. façon, si tu es là, on t'a confié cette mission. Bon, quand on même. revient. Non, mais pour revenir un tout petit instant sur l'Ukraine. Quand on pense guerre froide, on pense ce qu'on a connu avant la chute du mur de Berlin. Ah oui. USA, Union Union soviétique. Je pense là encore que les lignes se déplacent. Vous savez, c'est un peu comme quand on vous montre la météo avec le temps que... hein, voilà, d'accord? C'est pour ça que je maintiens, je peux me tromper, Union européenne versus Russie. Plus que USA-Russie. Ce qui ne veut pas dire que les USA soient absents. Ouais, mais au moment où on est en train de faire guili-guili là, à Washington avec... ouais, c'est kiff-kiff, quoi. C'est une version. Il est en train de s'accoler à la face du monde, de s'accoler à l'Amérique, à mon avis. Oui. Ce qui a changé quand même, c'est que ce n'est plus un débat politique. Puisque, bon, grosso modo, Poutine ne va pas retomber dans le communisme absolu. Absolument. Non. C'est d'abord un débat économique. Économique. Voilà. L'Union européenne, pour elle, l'Ukraine, je crois que c'est 34 millions d'habitants, c'est pas la Bulgarie, c'est ni la Hongrie, quoi. C'est un pays avec parmi les plus grosses réserves mondiales de charbon. Ouais. Et le charbon est redevenu à la mode parce que ça coûte pas cher et puis il suffit de mettre une pelleteuse et puis tu as du charbon. L'Ukraine, c'est un pays dont le niveau de développement dans l'ancien bloc soviétique était l'un des plus élevés, c'était la Russie et l'Ukraine. Et puis surtout, l'Ukraine est positionnée idéalement sur le plan stratégique au bord de la mer Noire pour tous les éléments liés au gazoduc. L'accès. Voilà, c'est-à-dire que les gazoducs qui vont sortir d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, etc., au lieu de faire le rond et passer en Union soviétique, Direct. Par le bas. voilà. Et tout ça, c'est économique. Donc, si l'Europe récupère l'Ukraine, parce qu'au départ, la bombe atomique qui a déclenché tout ça, c'était qu'ils avaient négocié un accord de coopération et que Poutine a dit, si ces messieurs signaient ça, nous finissons, il n'y a pas qu'à besoin de gaz nous, il n'y a pas qu'à besoin à nous. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et c'est une guerre économique d'abord. En tous les cas, oui. Le terme que tu as utilisé, guerre froide, moi je trouve que c'est pertinent, sauf que la guerre froide, comme son nom changé de l'indique, nature. voilà, C'est et maintenant elle est toujours économique. froide. Et c'est la guerre des blocs. C'est pas seulement idéologique. Et ce sont ça n'est effectivement plus- des blocs qui sont, eux, strictement économiques, parce que tout le monde est capitaliste. Voilà, c'est ça. Tout le monde est devenu capitaliste. C'est sûr, Le capitalisme a gagné. c'est sûr. La preuve. Messieurs, on va parler d'une grande nation, c'est la France. Non, que tu m'as envoyé, je crois, non. La France terrestre est un nain. Est un nain. La France terrestre est un nain, c'est pas de moi. C'est 640 000 km² et ne représente que 0,43% de la surface terrestre du globe. Elle est géante si on tient compte de ces territoires émergés et immergés. Et immergés. Et immergé, oui. Deuxième domaine maritime international, après les États-Unis, loin devant l'Australie.
importance d'un terme économique de premier plan, comme on va essayer de le voir. La zone économique exclusive représente 8% des mers du globe. L'ensemble de ces territoires ne totalise que 0,45% des terres de la planète. Étonnant, non? Nous appartenons et nous sommes, si vous voulez, sur la pointe avancée de ce qui sera l'économie française. Nous sommes, même s'il y a des pays comme la Nouvelle-Calédonie qui ont... Nous, on a 250 000 km². En comptant la zone exclusive, la zone maritime. Et avec des richesses considérables. Alors qui sont pour l'instant peut-être pas exploitables parce qu'on n'a pas encore technologiquement, on n'a pas encore travaillé la question, les nodules, etc. Mais enfin, c'est colossal. Je tenais quand même à le dire et que un pays comme la Nouvelle-Calédonie, avec le nickel sous terre et puis avec les richesses autour sur le plateau continental, il ne faut pas qu'il rêve, mais le schéma, le plan pour l'indépendance, il va... À mon avis, ils vont pas leur donner. Et la Guyane, c'est même pas là, même du côté. Bon, je crois que nous avons entendu une petite musique qui nous fait savoir que notre émission est terminée. Pourtant, on était bien là ensemble. Ouais, on aurait pu continuer. Apparemment, on a passé 1 heure, mais moi, j'ai l'impression d'être resté 5 minutes avec vous. On n'a même pas parlé de cinéma. On a quand même 30 secondes. Allez, on va dépasser. On a une chaîne 12 ans libre. d'esclavage à voir, et puis le documentaire de Camille Mauduet, Chalvet, La conquête de la dignité, de bons films qui sont nécessaires et puis qui sont bien. L'un étant un documentaire. 2 histoires vraies, un documentaire, donc ça c'est le Martiniquais qui revient sur les événements de 74 avec la mort de Chalvet. Ouais. Et puis 12 ans d'esclavage, qui est aussi une histoire vraie, l'histoire de ce noir américain qui était libre et puis qui était libre donc dans le nord, et manque de peau pour lui, comme il était noir, on l'a enlevé et mis dans le sud, et il a connu là. Qui était violoniste à New York. Ouais. Mais c'est un Violoniste ou film... pianiste? Violoniste. C'est un film de Steve McQueen. De Steve McQueen, réalisateur anglais qui nous signala que son 3e film. Mais 3 cartons. 3 cartons. Les 2 premiers, un réalisateur sans concession. Mais il faut rappeler que c'est un Steve McQueen noir. Oui. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je ne savent pas qu'il est noir. Je vous remercie. Et que l'autre est mort. Oui, je vous remercie. Et il était blanc. Alors, à la semaine prochaine pour certains, et puis à très très bientôt pour d'autres. Bonsoir.